Est-ce que vous savez qui est ce monsieur? C'est Peter Benchley. Benchley ou Benkley, je sais pas, parce que du coup on dit Mila Jovovich et Roland Emmerich. Alors du coup je sais pas, mais on va dire Benchley pour l'occasion. C'était un écrivain américain qui a toujours été passionné par les fonds marins et qui a écrit énormément de bouquins en rapport avec l'océan. Alors peut-être que son nom vous le connaissez pas, mais peut-être que son œuvre vous la connaissez, parce qu'il a écrit par exemple L'île sanglante, Paloma et le grand poisson, et Les chiens de mer. Non? Ça vous dit rien? Bon, après c'est vrai qu'il est un peu plus connu pour avoir écrit La Bête, qui a été adapté en téléfilm, et qu'on verra d'ailleurs l'année prochaine dans Les Monstres de l'été, et je crois que c'est surtout parce qu'il a écrit Les Dents de la Mer qu'il est vraiment connu. Et il a aussi écrit un roman qui s'appelle Requin blanc, qui d'ailleurs est introuvable en français, et il a été adapté à l'écran sous le nom de Créature. Créature est un téléfilm de science-fiction en 2 parties, sorti en mai 98, et que d'ailleurs j'avais vu sur M6 à l'époque de sa sortie. Et petit point litigieux, vous allez voir si vous allez sur l'affiche du film qu'on dit que c'est une mini-série. Personnellement, une série de 2 épisodes où chaque épisode dure 1h30, j'appelle ça un téléfilm en 2 parties. Il a été réalisé par Stuart Gillard, qui a notamment pondu les Tortues Ninja 3 et Mega Piranha, qu'on va forcément aborder un jour ou l'autre. Mega Piranha, hein, pas Tortue Ninja 3. L'histoire se passe en 1972 sur une île des Petites Antilles. Un soir de tempête, un hélicoptère dépose le lieutenant Richland dans un laboratoire secret de la Navy, où le docteur Bishop a créé d'étranges hybrides destinés à être des armes de guerre. Qu'est-ce que c'est que ça? Des Tursiops carcarias, lieutenant. Oui, des dauphins, et alors, en quoi sont-ils dangereux? Lieutenant, j'ai dit Tursiops carcarias. Un dauphin et un requin? Alors vous avez réussi? Ça, c'est le même problème que dans Jurassic World. Vous pouvez pas commencer avec un truc plus petit. Je sais pas moi, mélanger une roussette et une sardine par exemple, l'histoire de démarrer. Après, vous passez à plus gros. C'est quoi la prochaine étape, une orque et une baleine bleue? Le but de la démonstration que fait Bishop est d'obtenir plus de subventions. Ils sont très sensibles au son. Nous les avons entraînés à l'aide de ces émetteurs à courte portée. Ils conservent en moyenne 41% de leur intellect de dauphin, ce qui nous facilite la tâche pour le dressage. Mais l'exhibition va vite tourner au vinaigre quand un autre hybride, qui était enfermé à part, devient frénétique en voyant ses congénères attaquer les mannequins. Là, regardez! Même si la façon dont il ouvre la porte est pas naturelle du tout, il y arrive et attaque tout ce qui bouge, y compris ses congénères. En essayant de l'arrêter, il y a 2 ou 3 mecs qui passent, y compris le Dr Bishop, et c'est finalement le lieutenant Peniston. Peniston au tableau. Il a tellement dû en chier à l'école, lui. Donc, Peniston bloque la créature dans une unité d'isolement, une cage quoi, et l'emporte en mer sous l'œil de Richland qui lui hurle de la tuer. Peniston, tirez du blanc, tuez-le, c'est un ordre. Je ne peux pas. Bon, il la tue pas, mais il la bloque dans une cage qui fait couler à pic. Et dans la cage, elle a aucun moyen de bouffer, donc dans l'idée, ça revient plus ou moins à la tuer. Enfin, en tout cas, elle est coincée, elle tuera plus personne. Donc, 26 ans plus tard, ça recommence, tiens, de nos jours. De nos jours en 98. Le laboratoire a été récupéré par le docteur Simon Chase pour ses études sur les grands requins blancs. Chase est un fervent défenseur de la nature qui emmerde pas mal les autochtones du coin parce qu'il les empêche de tuer les squales. Tais-toi. Très bien. C'est ça que tu mérites. Tu entends le test? J'ai compris. Va-t'en, reste tes requins. Et avec son ami Tallman, ils passent leur temps à déjouer les pièges des braconniers comme Adam, ou bien des pêcheurs sportifs comme Ben Madera. Et même si des fois, ils tentent la psychologie... Je suis le docteur Simon Chase, je dirige un institut de recherche sur les requins. Vous voyez ces 2 pics là-bas? C'est là que j'habite. Ce grand blanc que vous êtes en train de torturer à mort est un requin femelle. Elle attend un petit, on est en train de l'étudier. Je savais pas. Vous savez combien on paye par jour pour pêcher 2000 $? Alors allez caresser un peu les baleines. Ah bah tiens, c'est Peter Benchley justement. Et quand ça marche pas, il plonge carrément pour aider le requin. Et c'est couillu quand même, hein, parce qu'il pourrait se retourner contre lui à n'importe quel moment. Par contre, il est un poil rigide ce requin quand même. Mais bon, Chase est un homme de bien qui étudie les requins pour comprendre comment fonctionne leur système immunitaire et peut-être essayer de soigner le cancer. Une chose déjà abordée dans Shark Attack. Et si ça lui tient tant à cœur, c'est parce que son propre frère est mort du cancer. Les requins ne meurent pas de cancer et j'essaie de savoir pourquoi. Le braconnier Adam remonte par hasard la cage où était enfermée la créature et en ouvre accidentellement la porte, ce qui fait sortir la bestiole qui va semer la mort dans le coin. Comment elle a fait pour tenir 27 ans dans la cage? Dis donc, Adam, t'as vu tout ce qu'il y a dans cette cage? Qui est-ce qui a pu manger tous ces coquillages? Je voudrais rentrer chez toi, tes parents vont s'inquiéter.
Mais c'est vrai ce que je dis. Allez, Harper. Putain, 27 ans à bouffer que des coquillages dans une cage d'1 mètre carré? Tu m'étonnes qu'elle ait l'écrou, la bestiole. Hein. D'abord, c'est Ben Madera qui y passe, parce que le gamin qui bosse pour lui fait tomber son casque au milieu de la traîne de sang qui jette pour attirer les requins. Monsieur Madera, j'ai perdu mon casque. Oh, mais allez, pousse-toi de là. De quoi t'as peur qu'un requin arrive par derrière et ne fasse qu'une bouchée de toi? Bah oui. Son casque vient de tomber dans une mare de sang, tu t'attends à quoi, toi? Ça y est. Bah voilà. Bien sûr, tout le monde pense à l'attaque d'un requin, donc le chef de la police, Rolly Gibson, prévient Chase que les gens en veulent à ses protégés. Sur ça, arrivent son ex-femme Amanda et son fils Max, et Robin, une otarie, qu'Amanda utilise pour approcher et observer la faune sous-marine par l'intermédiaire d'une caméra posée sur son dos. Pendant que ses parents vont s'installer au laboratoire et promener Robin, Max fait un tour en ville. Non mais ferme la bouche quand tu mates, sérieux. Bon par contre la visite de la ville avec la petite musique, ça donne pas trop envie. Il va alors rencontrer Elisabeth, la fille du chef, et un groupe de jeunes mené par Kimo. Celui-ci lui lance un défi, sauter d'une falaise et rester le plus longtemps possible sous l'eau tout en étant lesté par une pierre. Sauf que Kimo porte une montre qui, comme par hasard, fait le même bruit que l'appareil du début du film. Donc la créature l'attaque. Ou alors c'est un vélociraptor qui l'attaque, je suis pas tout à fait sûr. Forcément, la mort d'un des gamins du coin affole les gens. Et manque de bol pour Chase, Max lui annonce que c'est bien un requin. Et une dent retrouvée sur le cadavre de Kimo ne laisse pas de place au doute. Sauf qu'une fois nettoyée... Elle a une racine. Les dents de Grand Blanc n'ont pas de racine. Quand tu l'as prise dans les mains il y a 2 minutes, t'aurais quand même pu tâter parce que ça se voyait un peu. Histoire de sauver un requin qui n'a rien fait, Chase part avec Amanda, Max et Tolman à la recherche d'une femelle grand blanc qui zone pas loin d'ici. Mais un second requin avec une allure plutôt curieuse se joint à eux et attaque la femelle. Je vais zoomer. Qu'est-ce que c'est, Chase? Non, je l'ai perdu. Alors eux l'ont pas vu mais moi je l'ai vu, il y a des bras, ça c'est des bras. Ce requin a des bras. Tout le monde s'en fout. Et oui, il a des bras. Et d'ailleurs, il attaque le bateau avec ses bras. Mais il perd une griffe grâce à l'intervention de Chase. Le lendemain, Adam fanfaronne parce qu'il a ramené le requin blessé par la créature et fait croire à tout le monde qu'il l'a tué. Chase tente alors d'expliquer au chef ce qui s'est réellement passé, mais il n'y a rien à faire. Il a attaqué mon bateau, je l'ai vu. Je lui ai même coupé une griffe. Viens avec moi, Kimo. En même temps, tu lui parles d'un requin avec des bras et des griffes, tu t'attends à quoi? Tu sais ce que c'est? Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié de parler du dingo du village qu'on appelle loup-garou et qui a l'air d'être un petit peu trop au courant de la présence de la créature. Se doutant que la bestiole cache un secret plus grand que sa simple existence, Chase et Amanda fouillent le passé du laboratoire. En 72, un scientifique, le docteur Ernest Bishop, est arrivé. Et après, plus rien. Ça prouve bien qu'il y a quelque chose à cacher. Ils finissent par avoir l'amiral Richland, ouais, l'amiral parce qu'il a eu une petite promotion, qui leur dit « T'inquiète gros, on gère. Toi tu s'occupes de rien, nous on s'occupe de tout. » Et c'est finalement Loup-Garou qui leur permet de comprendre pas mal de choses, parce que le soir venu, ils le trouvent dans la flotte à faire des coups de poing-poing dans tous les sens. Grâce à Chase, il échappe à la créature, et lorsqu'il l'emmène dans le labo, il pique une crise. Et pour cause, Loup-Garou est en fait le lieutenant Peniston. Alors déjà en 25 ans, le mec a pas pris une ride, et ça pour le coup c'est honorable, mais surtout putain comment il a mal tourné. Le mec était lieutenant dans la Navy, et maintenant il est clodo, il vit sous une barque et il mange des noix de coco. Tu me diras, il est dans les Caraïbes, hein, il n'est pas non plus à Tourcoing-Plage. Peut-être pas une si mauvaise vie finalement. Avec l'aide de Loup-Garou, enfin de Peniston, bon remarque les deux noms sont aussi cons l'un que l'autre, alors peu importe, il découvre une autre partie du labo, partiellement inondée, dans laquelle le Dr Bishop a stocké toutes les infos sur ses expériences. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que cette partie du labo est reliée par une caverne sous-marine à l'océan. Et qui voilà qui débarque? Là, c'est le moment où vous partez en hurlant. Ils partent en hurlant parce que, merde, ça fout les boules, un requin avec des bras, mais être effrayant ne rend pas intelligent. Parce qu'à trop vouloir bouffer, la créature se vautre lamentablement sur le béton, où elle suffoque et meurt. Chase et Amanda retournent vers la surface, mais Max trouve pas mieux à faire que d'aller voir à quoi ressemble la créature. Et là, surprise de taille, parce que en plus de pas être morte, elle a développé des poumons et elle s'est fait pousser des guiboles. Donc maintenant, elle va péter des gueules sur Terre.
Ah, désolé les enfants, mais les Street Sharks sont maintenant interdits aux moins de 12 ans. Ayant de nouveau la bestiole aux fesses, il détale en courant et referme les coutilles. Elle ne devait pas marcher, elle ne devait pas marcher. Alors si même un des mecs qui a participé à la création de cette bestiole trouve le moyen de dire qu'elle fait un truc qu'elle ne devrait pas faire, c'est que ça craint. En même temps, son intelligence de dauphin l'a rendue sacrément débrouillarde. La preuve, hein, elle a dévissé les pièges d'Adam et elle lui a même tendu un piège en bloquant une de ses nazes dans une épave. De leur côté, Chase et Amanda sont surpris par l'amiral Richland et son équipe qui les virent gentiment du laboratoire. C'est un requin, capitaine, un mangeur d'hommes, et vous avez pour mission de le tuer. Ça vous pose un problème? Non, monsieur, ce n'est pas un grand blanc comme les autres. Cette créature a des bras et des griffes au bout des doigts. Elle a des ouïes mais aussi des poumons. Elle ne s'arrêtera pas au bord de l'eau quand elle vous poursuivra. Des jambes, des bras, ça m'est égal. La seule question que je me pose, c'est si elle crèvera quand je lui tirerai une balle dans la tête. Eh ben bon courage. Max, de son côté, devait rentrer aux États-Unis par l'avion, mais Elisabeth lui demande de l'aider pour retrouver une de ses amies. Elle est sûrement allée près de l'ancienne fabrique de Rome avec son copain. C'est là que vont tous les jeunes. Pour pouvoir être seule et pour faire... Tu comprends? Ah, c'est un prétexte en fait. Ah, la fille du chef là. Y a rien à faire, faut toujours que tu vois des allusions graveleuses partout. Et t'es déjà venu avec quelqu'un, toi? Non. Enfin... Sauf si on compte aujourd'hui. Ah! Après les coquineries, ils partent à la recherche de sa soi-disant amie, mais ne voient que Tona, la femme de Tolman, entrer en transe pendant une cérémonie vaudou. Après, ils courent, je sais pas trop pourquoi, et puis il y a... Il y a un requin dans un arbre. Alors, autant Sharknado avec les requins dans les tornades, je trouve ça très con, autant j'avais oublié que 15 ans auparavant, ils avaient mis un requin dans un arbre. Oui, donc, la créature joue à Tarzan et glaviote sur l'épaule de Max. Donc, il s'enfuit en courant et se réfugie chez Tona. Mais les dents de la terre les a suivis et met le souk dans la maison. De leur côté, Amanda et Chase font l'inventaire des recherches du professeur Bishop dans les sous-sols du labo. Attends, je comprends plus rien là. Ils se sont fait foutre dehors par Richland, mais finalement, ils sont avec lui dans les sous-sols du labo. Je pige plus là. Bon, cela dit, Richland n'a pas de temps à perdre, son équipe pose des pièges partout et fait disparaître toutes les preuves. Mais une phrase que Loup-Garou répète en boucle leur permet de comprendre comment Bishop a créé la créature. Tangeni rumine la philanthropie. Tangeni rumine la philanthropie. Ce serait pas plutôt l'ontogénèse? Reproduire la phylogénie. La théorie selon laquelle un embryon humain, pendant qu'il se développe dans l'utérus, reproduit chaque étape de son évolution depuis l'origine de son espèce. Eh ben il est balèze en contrepétrie, Loup-Garou, dis donc. Tiens, j'en ai une. Il empile son vieux fer dans un placard. D'ailleurs, par l'intermédiaire de Loup-Garou, ils apprennent un autre truc qui change tout. Ils ont pris mon sang. C'est une partie de moi. Donc, elle est en partie humaine. Requin, dauphin et humain? La vache, ça fait beaucoup trop de trucs vicelards et intelligents en même temps. Ayant été alerté par Max que la créature était dans le coin, Tolman, Amanda et Chase se rendent chez Tona et découvrent tout sans dessus-dessous. Et la créature a foutu le camp parce qu'ils ont allumé tous les appareils électriques de la maison et a priori ça la fout de travers. Vient ensuite le moment où Richland et son équipe fouillent les marais à la recherche de la créature. Quand j'étais gamin, ce plan me foutait les jetons parce que l'animatronique a des expressions qui sont flippantes, mais en plus de ça, on dirait vraiment qu'il est vivant. Et évidemment, rien ne se passe comme prévu. La créature tue tous les soldats, et d'ailleurs elle est partout à la fois parce qu'elle arrive à tuer 10 mecs qui sont à 20 mètres les uns des autres, et finit par boulotter Richland en dessert sous les yeux de Simon et de Rolly, qui finit par croire à l'existence du monstre. Eh ben c'est pas dommage. Je disais aux gens qui m'en parlaient que le monstre n'existait pas. Et je l'ai vu. Et toi, je ne t'ai même pas cru. Ah bah oui, mais fallait laisser ton ego de côté. Hein. Alors si j'ai bien compris, il reste un petit groupe de personnes pour tuer une créature capable de décimer à elle toute seule un groupe de 10 soldats armés et entraînés. Et eux, du coup, ils ont quoi pour se défendre? Une famille recomposée, un canon juxtaposé, un marteau et une otarie. Eh bah bon courage. Parce que la bestiole, il faut se la tartiner. Remarque, pour la tuer, la tartiner, ça serait vachement pratique.
T'imagines, elle est toute petite comme ça sur un couteau, tu sais. Et hop, elle est morte. Et il faut faire vite, parce que Amanda s'est coltiné le peu de documents restants sur la créature et a compris qu'elle n'est pas un simple hybride, mais un animal à part entière qui peut se reproduire avec une femelle grand requin blanc une fois arrivé à maturité. Robin Lothari est envoyé en repérage et découvre l'entrée de la grotte sous-marine qui communique avec le labo. Le premier veut dire entre, le deuxième attend. Et il va le faire, parce que je lui ai demandé. Bah, c'est un peu le but du dressage, non? Regarde, c'est le labo sur l'Institut. Oh, appuie Robin. Bon, en même temps, c'était prévisible. Une otarie qui chasse un requin, fallait pas s'attendre à ce que le requin détale en courant. Enfin, en courant. Ah bah non, si, là, ça marche du coup. C'est ensuite au tour de Tolman et de Loup-Garou de tenter de tuer la créature. Et si on rajoutait un petit fond musical histoire d'accompagner le stromboscope? Bon, l'intervention de Tolman a servi à rien. Heureusement, Loup-Garou a gardé l'appareil qui servait à exciter les hybrides au début du film et fait monter la créature dans le labo. Chase essaie de la faire entrer dans la salle de décompression, mais l'obéissance, c'est pas trop son truc. Viens par ici! Viens me voir, espèce de tête! Bon, je sais que là, c'est plus technique qu'autre chose, hein, on est toujours dans le film. Mais quand je vois la manière de se déplacer de la créature, j'ai un petit peu de mal à concevoir qu'elle soit capable de sauter comme ça. Bref, encore grâce à l'intervention de Loup-Garou, la créature finit par rentrer dans la chambre avec lui et Simon. Je comprends jamais ces scènes-là. Franchement, ils la voient pas venir, la bestiole. Sérieux, il y a juste un couloir devant eux, elle peut venir de nulle part ailleurs. Enfin bon, Loup-Garou reste avec elle dans la chambre. Elle ne doit pas mourir seule. Dommage pour toi, en même temps, t'étais déjà bien amoché. Et après avoir fait grimper la pression, Simon fait péter le hublot, engendrant une dépression, faisant éclater la créature. Et si on était dans un vrai mauvais film, la créature se serait déjà reproduite et aurait pondu des œufs. Mais c'est pas le cas. Je sais que beaucoup d'entre vous auraient voulu qu'on fasse créature en monstre de film. Et moi aussi d'ailleurs. Le seul problème, c'est que sur le DVD du film, il n'y a pas de making-of. J'ai aucun Mad Movies qui parle de ce film-là. Et même dans mes bouquins spécialisés, genre les monstres du cinéma fantastique ou alors 200 ans d'histoire des effets spéciaux, il n'y a rien. Du coup, il n'y a pas assez de matériel pour en faire un monstre de film. Mais franchement, qu'est-ce qu'il est bien ce film. Bon, le livre de Peter Benchley est pas ce qu'il a fait de mieux. Hein. L'histoire d'ailleurs est très différente de celle du film. De ce que j'ai compris, ça raconte l'histoire d'un scientifique nazi qui a fait d'un SS une créature mi-homme, mi-requin avec des griffes et des dents en métal. Ah, on est loin des dents de la mer là. Hein. Bon, par contre, le scénario du téléfilm est quand même mieux que celui du bouquin. Du coup, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un téléfilm en 2 parties. 2 parties d'1h30. Franchement, 3 heures, c'est long. Franchement, je pense qu'au lieu de faire un téléfilm de 3 heures, ils auraient largement pu faire un film de bonne qualité de 2 heures, et peut-être même qu'il aurait pu sortir au cinéma. Parce que pour un téléfilm de 1998, il tient encore bien la route techniquement parlant. Bon, les effets numériques sont visibles et pas toujours réussis, mais pour un truc vieux de 23 ans, franchement, c'est honorable. Par contre, niveau animatronique, ça a pas pris une ride. Et c'est logique, puisque c'est Stan Winston et son équipe qui ont bossé sur la créature. Pour ceux qui débarquent, Stan Winston, c'est celui qui a créé ça, et plein d'autres trucs. Ils ont fabriqué 2 différentes créatures. La version marine, dont on peut d'ailleurs voir les futurs bras collés au corps. Dommage qu'on les voit pas dans le film, ça aurait été sympa. Et la version terrestre, qui était en fait un costume revêtu par Brian Steele, qu'on a déjà vu dans Relic et La Crypte. Bien sûr, on voit parfaitement les limites de la bestiole. Elle se déplace lentement, on la voit jamais en entier, mais niveau mouvement de tête et des bras, c'est franchement pas mal. D'ailleurs, en parlant de la tête, il y a 2 choses qui sont réussies et qui apportent du cachet à la bestiole. Les lèvres, qui se retroussent comme celles des requins au moment de mordre, et les yeux. Je trouve son regard très perturbant. On dirait qu'il y a de la vie là-dedans. Ça reste un costume animatronique de série B, mais quand on se paye le grand Stan Winston, on peut quand même pas dire que c'est dégueu. Et même le vrai grand requin blanc que la créature attaque est franchement bien fait, même s'il bouge pas trop. Pour la musique, ils ont fait appel à John Van Tangerer.
qui n'est pas vraiment un grand compositeur, ce sera même plutôt un second couteau, mais il traîne une bonne carrière, puisqu'il a contribué aux musiques additionnelles de films comme Speed, Armageddon, Triple X ou encore La Passion du Christ. Et pour Créature, il a composé un thème assez flippant et dramatique, auquel il a ajouté un thème tribal. Mais bon, il n'y a pas de quoi sauter au plafond non plus. La mise en scène de son côté a des bons moments, même si en règle générale elle est assez simple. Il y a de nombreux gros plans sur les regards entre les personnages et la créature, d'où l'importance d'avoir un animatronique vachement bien fait de ce côté-là. Bon, par contre, il y a beaucoup de ralentis un peu ridicules et vraiment superflus, comme dans l'attaque du marais. Par contre, le film est très sombre par moments, et c'est pas agréable à voir. Je le disais tout à l'heure, je n'ai aucune information sur le film, y compris pour le budget. Je ne sais même pas combien il a coûté. Bon, je pense qu'il devait pas être fauché, parce que même au niveau du casting, on est franchement sur du 3 étoiles. Rien qu'au niveau du trio de tête, il y a par exemple Craig T. Nelson, qui est connu pour des films comme Justice pour tous, Poltergeist 1 et 2, Turner et Hooch, The Skulls, et en VO, il est même la voix de Bob Parr dans Les Indestructibles. La belle Kim Cattrall fut Samantha Jones dans la série Sex and the City, mais son CV compte un sacré paquet de séries. Au cinéma, elle a aussi joué dans le premier Police Academy, dans les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, Masquerade, le film Sex and the City et bien d'autres films encore. Quant à Giancarlo Esposito, sa popularité tient surtout à des rôles qu'il a tenus dans des séries, comme le miroir magique de la reine dans Once Upon a Time, ou le dangereux Gustavo de Los Pollos Hermanos dans Breaking Bad et dans Better Call Saul, mais il apparaît aussi dans Westworld, The Boys ou Mandalorian, et parmi les nombreux films dans lesquels il a joué, on peut compter Ali, Maximum Overdrive, Malcolm X et Le Labyrinthe 2 et 3. Après, au niveau des seconds rôles, on a surtout des gens qui ont joué dans beaucoup de séries, bon, qui ont fait quelques films à gauche à droite, mais rien de transcendant, mais ça n'empêche que l'ensemble est vraiment de bonne qualité. Voilà, Monstre de l'été, c'est fini. Je vous avoue que faire un épisode par semaine, ça a été vraiment éprouvant. On pensait pas que ça allait nous demander autant de boulot, mais on a réussi à le faire et ça c'est plutôt cool. En tout cas, ça vous a plu, nous ça nous a quand même plu de le faire. Donc je sais, hein, ça vous embête que ce soit fini, mais les meilleures choses ont une fin, et puis bon, on va pouvoir reprendre les monstres de film quand même, ça va être un petit peu plus sympathique, ça va être plus travaillé, ça va être beaucoup plus agréable à faire. Voilà, en tout cas ça se termine, j'espère que ça vous a plu, je voulais à tout prix terminer sur un film de bonne qualité, et je pense que c'est chose faite, même si y a pas mal de gens qui trouvent que Créature c'est un peu nanar sur les bords, mais ça peut être nanar et très bien, ça n'empêche que... Voilà, donc on se retrouve dans quelques semaines pour l'épisode 30 de Monstres de film, et croyez-moi, il va y avoir du taf. Ah putain, ça fait une gueule affreuse de son chapeau. Je vais attendre que ce soit coupé pour l'enlever. Allez, on se retrouve très vite.